Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions traiter quelques sujets de politique intérieure et extérieure, et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Suffert et à M. Salbert de bien vouloir m'interroger sur ces questions. Écoutez, moi j'ai l'impression quand même que les questions de politique intérieure sont plus importantes pour les Français, enfin qui sont davantage concernés par les questions de politique intérieure, donc je pense qu'il est normal que ce soit M. Suffert qui tire le premier, non? Eh bien, si vous voulez. Mais, monsieur, une première question. Si vous êtes élu... Écoutez, je vous demande pardon, M. Suffert, de vous couper, mais je voudrais d'abord dire quelque chose, et sur un sujet auquel je crois il vaut mieux que je ne vous mêle pas, étant donné que vous êtes journaliste. Je voudrais dire un mot des changements récents d'attitude de M. Poher. M. Poher nous avait dit que s'il était candidat, il abandonnerait l'intérim. Il ne l'a pas fait. C'est une première contradiction, mais enfin, passons. Alors, il nous dit maintenant que s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne voulait pas laisser l'intérim à ce gouvernement. Que dit-il? Il connaît trop. Or, j'ai lu dans la presse il y a 3 jours que M. Poher, président d'un dernier Conseil des ministres, avait adressé ses félicitations et ses remerciements à ce même gouvernement. Alors, je voudrais bien savoir quel est le M. Poher qui dit la vérité. De la même manière, d'ailleurs, il nous dépeint le régime gaulliste et mes années de gouvernement comme un régime de terreur où tous les Français vivaient sous une emprise policière et sans avoir la moindre liberté d'opinion. Alors, je me demande ce que faisait pendant ce temps-là M. Poher, qui était sénateur et qui aurait pu dénoncer cet abominable régime. Or, je me suis renseigné, n'est-ce pas, je me suis renseigné sur sa carrière. Et par exemple, en 1966, que croyez-vous que M. Poher, sénateur, a fait tout au long de l'année 1966? Eh bien, il a déposé une proposition de loi tendant à faciliter la vente immobilière à tempérament. Un point, c'est tout. En 1967, que croyez-vous qu'il a fait? Il a déposé une question orale relative à la clinique chirurgicale d'Athis-Mons dans l'Essonne. Je ne doute pas de l'importance de cette clinique chirurgicale. Enfin, si nous étions dans un régime de terreur et que j'ai été parlementaire, j'aurais fait, me semble-t-il, davantage. En réalité, il y a là quelque chose qui n'est pas convenable, qui ne convient ni d'abord au personnage que voulait se donner M. Poher, de réconciliation, d'union des Français, ni surtout au débat qui nous oppose. Il s'agit de désigner le chef de l'État et par conséquent pour les Français de choisir l'homme qui sera le plus capable de diriger le pays, de le représenter à l'étranger et de protéger éventuellement les Français contre les difficultés internes ou externes. Alors ces attaques, qui ne sont d'ailleurs étayées d'aucune argumentation précise, eh bien quant à moi, je n'y répondrai pas. Alors je vous demande pardon, M. Suffert, de vous avoir interrompu, mais je tenais à dire ça, et maintenant venons-en à votre question. Je suis sûr qu'elle sera piquante. En tout cas, elle ne sera pas trop loin de votre sujet. Il y a des gens qui, depuis 11 ans, sont dans l'opposition, des non-communistes, au niveau du Parlement, au niveau de l'opinion publique, au niveau des conseillers généraux. Ce sont des gens qui se sentent des hérétiques. Et je me demande si le général de Gaulle, d'une certaine manière, ne les a pas parfois montrés un peu du doigt, d'une manière excessive, et ne les a contraints à une espèce d'exil intérieur. Peut-être ce que vous venez de dire de M. Poher traduit-il ce sentiment dans son comportement. Et ce que je voulais vous demander, est-ce que vous croyez que c'est une chose normale, cette espèce de sentiment de solitude, d'exil, ou est-ce que vous comptez essayer d'y mettre fin par des gestes de réconciliation? En 1958, vous savez, j'étais directeur du cabinet du général de Gaulle, et quand M. Guy Mollet m'a dit que le Parti socialiste ne pourrait pas participer au gouvernement qui allait être formé après l'élection du général de Gaulle comme président de la République, je lui en ai dit mes regrets, en lui disant, vous savez, si le Parti socialiste se retire du gouvernement, tôt ou tard, il va être amené à s'isoler et à être dans une attitude d'opposition permanente et donc dans un sentiment de solitude et par là même qui crée un esprit de revanche. Eh bien, je voudrais pour ma part qu'on sorte de cet esprit de revanche que nous sentons constamment. Nous l'avons senti en 62 au moment de l'élection du président de la République au suffrage universel, nous l'avons senti en 65 au moment de l'élection présidentielle, en 67 au moment de législative, le dernier référendum et cette élection même.
Il faudrait véritablement sortir de cette espèce d'ostracisme, de coupure, n'est-ce pas, qui règne entre deux sortes d'hommes politiques, deux sortes de familles politiques, et il faudrait que tout le monde accepte les institutions de la Ve République, joue le jeu de la Ve République. À partir de ce moment-là, une opposition, à condition qu'elle existe entre nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle se structure. Vous avez, c'est très difficile. Vous avez vu que M. Mauroy, qui est le porte-parole actuel du Parti socialiste, n'est-ce pas, d'une part déclare qu'il faut voter pour M. Poher et dit après ça qu'il est l'ennemi du centrisme et qu'il n'en veut à aucun prix. Alors si ça part comme ça part mal. Mais si une certaine opposition se structure, se matérialise et participe au débat parlementaire, participe à la vie politique, alors à ce moment-là, pour ma part, je suis tout prêt à lui faciliter la tâche et à essayer petit à petit de la mêler d'abord au travail parlementaire et puis ultérieurement de préparer des rapprochements. Je crois que c'est même une nécessité et qu'on ne remette pas en cause perpétuellement en France le régime politique pour la moindre crise. Alors une question concrète là-dessus. Est-ce que vous utiliserez souvent la procédure du vote bloqué? Monsieur Suffert, je ne serai pas Premier ministre, n'est-ce pas? De toute manière, que je sois élu ou non, je ne serai pas Premier ministre. Et il a quelques moyens sur le Premier ministre. L'affaire du vote bloqué est une question de Premier ministre, et même souvent une question de ministre. Souvent, j'ai connu des ministres qui, dans la discussion parlementaire, croyaient devoir user du vote bloqué sans m'en avoir référé. C'était normal, on ne peut pas suivre la discussion parlementaire heure par heure. Mais quant à moi, en dehors de la discussion budgétaire, qui souvent demande le vote bloqué, et M. Giscard d'Estaing et M. Michel Debré l'ont pratiqué à égalité sur ce point, et je suis sûr que quel que soit le ministre des Finances demain, il en aura le même besoin, et que d'ailleurs l'Assemblée le comprend. En dehors de la discussion budgétaire, le vote bloqué doit être une procédure tout à fait exceptionnelle. Voilà mon avis, mais je répète, chacun son rôle. Vous allez avoir une majorité au Parlement impressionnante, près de 380 députés, si j'ai fait convenablement le calcul en tenant compte des PDM ralliés. Ah ben, il y a 2 ou 3 jours, on m'en donnait 370. Ben, ça a monté. Voilà que ça monte, voilà que ça monte. Alors, 380, c'est tellement vaste que votre adversaire dit c'est une majorité, il le dit méchamment, qui va de M. Tixier-Vignancourt à M. Capitan. M. Tixier-Vignancourt n'est pas à l'Assemblée encore, et M. Capitan, lui, y est encore. Bien. Comment est-ce que vous allez faire pour que cette majorité fonctionne de manière convenable, c'est-à-dire qu'elle soit informée de vos décisions, de vos prises de position, qu'elle ne soit pas mise en fait du fait accompli, ce qui s'est peut-être un peu produit auparavant? C'est plus, là aussi, le rôle du Premier ministre que le rôle du Président de la République. Mais comme vous l'avez dit, le rôle du Président de la République est certainement de pousser le Premier ministre à avoir une certaine attitude vis-à-vis du Parlement. Au fond, moi j'avais une majorité très restreinte, n'est-ce pas? Et par conséquent, ma tendance comme Premier ministre était de discuter avec la majorité avant le débat parlementaire, de façon à arriver au débat parlementaire, si je puis dire, prémuni contre tout incident du côté de ma majorité, parce que si j'avais eu des défections, je risquais de me trouver en difficulté. La majorité étant infiniment plus large, et par conséquent permettant beaucoup plus de souplesse, je crois que le rôle du gouvernement sera certainement d'arriver dans le débat avec plus de liberté et de façon à permettre à l'opposition, mais aussi à la majorité, au cours des débats, de faire valoir au besoin la diversité de ses opinions, car cette majorité, ça n'est pas une majorité absolument uniforme, tout le monde ne pense pas absolument la même chose. Donc je crois qu'il y aura tout naturellement plus de liberté dans les débats parlementaires. Mais je souhaite néanmoins que cette majorité s'organise. Et vous savez que c'est ce que j'avais essayé de faire, que je n'ai pas toujours réussi, n'est-ce pas, pour des raisons d'ailleurs qui tenaient à l'attitude de tel ou tel leader qui depuis m'a rejoint. Je crois qu'il faut que la majorité s'organise elle-même, parce que le Premier ministre ne peut pas recevoir tous les jours 380 députés. Il faut donc qu'il puisse parler avec des représentants qualifiés, et que ces représentants qualifiés engagent leur groupe. Donc il faut une organisation du côté de la majorité, plus de souplesse et de liberté du côté du gouvernement. Je vais vous poser une petite question économique. Un journal économique a parlé il y a 4 jours de l'éventualité d'un emprunt type Pinet, si vous voulez, 52. Oui.
essentiellement pour permettre aux capitaux qui sont un peu égarés au-delà des frontières de pouvoir rentrer sans trop de difficultés. Oui. Alors, cet emprunt peut avoir des côtés un peu excessifs, comme l'a eu l'emprunt Pinet sur le plan de la morale. Il peut être utile sur le plan économique. Est-ce que vous êtes partisan d'une telle formule? Écoutez, ça, il faudrait d'abord que je connaisse bien la situation financière, mais ça, c'est certainement, si je suis élu, le premier problème auquel je m'attaquerai. Mais je vous dirais que là, il y a deux questions qu'il ne faut pas mélanger. Il y a d'une part l'emprunt en soi, qui est une façon, le gouvernement ayant la confiance du pays, de permettre à l'État d'avoir des ressources et éventuellement d'ailleurs de diminuer la pression inflationniste, n'est-ce pas, en retirant une partie de l'argent qui circule et en le consacrant à l'épargne, n'est-ce pas? Bien. Il y a une deuxième chose qui est ce que vous appelez l'amnistie fiscale, au fond, n'est-ce pas? Alors là, c'est ce qu'avait fait Poincaré, vous savez, en 1926. C'est en effet ce qui a été fait, si je ne me trompe, en 1952. Mais à mon sens, nous ne sommes plus dans ce cas, ou si nous y sommes, ça serait pour des marges. Parce que les capitaux qui ont fui à l'étranger, et je ne les approuve pas, bien au contraire, mais ces capitaux avaient parfaitement le droit de sortir cette fois-ci. Il n'y avait pas le contrôle d'échange, après quoi on l'a établi, mais on l'a supprimé et ils sont ressortis. Par conséquent, ils sont sortis dans des conditions qui moralement sont condamnables, mais qui juridiquement sont parfaitement impeccables. Donc rien ne les empêche de rentrer dès maintenant, emprunt ou pas emprunt. Vous croyez vraiment qu'ils vont rentrer si facilement que ça, ces capitaux? Ah, écoutez, Monsieur Salbert, demandez-leur. Je crois, vous savez, que c'est avant tout un problème de confiance, car la situation économique et même financière de la France est solide. Il y a des difficultés indiscutables, il y aura des problèmes, c'est certain, mais le fond est bon, et si le gouvernement inspire confiance, je crois que les capitaux rentreront. Marquez, ce qui est amusant, c'est ce qu'on dit aux États-Unis, c'est assez amusant, quand on lit fréquemment dans la presse américaine que la situation financière, que la situation économique de la France, dans le fond, est bonne. Alors les Américains, qui ont toujours une certaine difficulté à comprendre ce qui se passe en France, n'est-ce pas, ne comprennent pas très bien ce phénomène financier, et je crois que du côté américain, on est prêt à vous aider, sincèrement, pour toute mesure que vous pourrez prendre, ou toute décision que vous pourrez prendre, justement, pour faciliter ce retour de capitaux. Écoutez, quand vous rentrerez aux États-Unis, dites-leur ceci, dites-leur que s'ils avaient eu comme nous 50 ans d'instabilité politique et d'instabilité monétaire, ils comprendraient probablement mieux cette situation française, qui demande en effet beaucoup d'efforts pour être rétablie sur une voie normale et sur une espèce de stabilité dont nous avons complètement perdu et l'usage, et je dirais même le souvenir. N'oubliez pas que le franc n'a pas bougé entre Napoléon Ier et 1914, et depuis ce temps-là... Oui. Monsieur Poher s'est engagé devant la télévision à réintégrer les journalistes licenciés il y a 1 an. Alors je sais que vous avez répondu à un hebdomadaire que ce n'était pas vous qui aviez licencié ces journalistes. C'est vrai, je n'y suis pour rien. Mais vous aurez peut-être les moyens d'aider un gouvernement à prendre des décisions de remise en ordre, d'amnistie. Après tout, il y a eu l'amnistie sur l'Algérie. Voyez-vous, je trouve, n'est-ce pas, tout à l'heure, vous me posiez des questions qui s'adressaient au Premier ministre. Maintenant, il me semble que vous vous adressez presque au directeur général de l'ORTF, n'est-ce pas? Quant à moi... Parce que je pense que le président de la République a beaucoup d'importance. Je suis rallié au régime. Ah, mais il a énormément d'importance, mais son importance ne consiste pas à engager les journalistes de l'ORTF ni à les mettre dehors. Permettez-moi de vous dire que même comme Premier ministre, je n'en ai fait engager aucun, et je n'ai demandé à personne qu'on en mette un à la porte. Et vous savez, à l'ORTF, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que, tenez, M. Salbert, là, qui est là, a eu des ennuis avec M. Guimolet autrefois. Je n'en ai pas eu qu'avec M. Guimolet, vous savez. Peut-être avec d'autres, d'ailleurs, depuis. Mais pas avec moi. Jamais personne n'en a eu avec moi. Je n'ai jamais eu à me plaindre, quant à moi, de personne à l'ORTF, et je crois que tout le monde à l'ORTF le sait. Pour le reste, je crois que le vrai problème, c'est le statut de cette maison, c'est l'organisation de cette maison, qui, à mon sens,
ne doit pas tellement consister à libéraliser, n'exagérons rien. Je ne crois pas que les journalistes ici soient tellement enchaînés. En tout cas, si j'étais à leur place et que je sois enchaîné, je m'en irais, n'est-ce pas? Je crois surtout que la maison manque de souplesse, qu'elle est trop lourde, qu'elle est organisée trop lourdement, qu'elle manque de souplesse, et qu'il faut la réorganiser complètement de façon à y mettre à l'intérieur à la fois plus de vivacité, plus de concurrence, plus d'esprit de concurrence et de compétitivité, et en même temps peut-être plus de liberté, plus de ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle, si vous voulez, la libéralisation. Je veux dire par là le fait que chacun ait l'impression d'être lui-même et de pouvoir s'exprimer librement. Vous ne croyez pas qu'elle a besoin surtout de stabilité, cette maison? Ah, alors, vous voyez, M. Salbert est d'un avis inverse, n'est-ce pas? Il voudrait qu'on ne touche à rien. Alors, moi, je crois qu'il faut toucher mais... aux choses. Je crois oui. qu'il faut que la maison soit un peu secouée et qu'elle se retrouve elle-même dans la diversité et dans la concurrence. Et que c'est par là que s'instaure la véritable liberté. Quand on peut se disputer avec le voisin, quand on se sent concurrent du voisin, quand on veut faire mieux que le voisin, et bien à ce moment-là, on est beaucoup plus libre que si on est dans un système un peu trop solennel et un peu trop organisé d'en haut. Qu'est-ce que vous voulez dire par concurrence? Eh bien, je veux dire que je ne vois vraiment pas pourquoi la première et la deuxième chaîne, par exemple, pour parler de la télévision, ne seraient pas concurrentes au lieu d'essayer de s'adapter l'une à l'autre. Je crois qu'il serait mieux qu'elles se fassent concurrence et qu'elles cherchent à attirer les téléspectateurs, par exemple. Vous poser ça peut s'étendre, ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. On verra. Je vais vous poser une dernière On question, verra. parce que finalement, vous êtes quand même une énigme pour les Français. Ah, vous croyez? Oui. Pendant 6 ans, vous avez avancé masqué derrière le général de Gaulle. Enfin, il était devant. Il était assez large. Oui. Et puis, au fond, les Français ont commencé à vous voir à partir de mai. Brusquement, vous êtes apparu vraiment en première ligne. Et finalement, ils ne savent pas très bien qui vous êtes. Je crois qu'il y a une interrogation. Quand on dit de vous que vous êtes un homme libéral, un peu radical, du sud de la Loire, si on veut, à partir de ce moment-là, d'autres disent que vous êtes peut-être autoritaire et que finalement il y a quelque chose de glacé dans votre regard dans certains cas. Et quand on dit l'inverse, comme on l'a dit à une certaine époque, on pense mais non, M. Pompidou c'est un homme au fond de bon sens, c'est l'Auvergne, c'est les collines douces. Et on voit votre autre aspect. Alors on ne sait pas. Alors, je voudrais vous poser cette question sur un cas précis. Par exemple, l'université. Vous êtes pour l'ordre, vous êtes pour la réforme, vous êtes pour que les lycées se tiennent tranquilles, vous êtes pour le dialogue dans les universités. Vous défendez les humanités, parce que, normal tout de même, et la latinité, enfin c'est d'un monde. Et d'un autre côté, vous êtes assez proche du monde industriel, et vous voudriez que l'université s'adapte au monde technique. Alors finalement, vous êtes avec qui dans toute cette affaire? Écoutez, je souhaiterais d'abord, si vous permettez, que les téléspectateurs et les téléspectatrices, les électeurs et les électrices qui nous regardent me disent si j'ai vraiment le regard glacé. Bon. Alors, ensuite, sur l'université, puisque vous prenez cet exemple, je vous répondrai très brièvement, malheureusement, il faudrait des heures, mais je vous répondrai aussi clairement que je vais le pouvoir. D'une part, par ma formation, et peut-être aussi par mon tempérament, je suis partisan de ce qu'on appelle la culture générale. Et je crois que le temps de ce qu'on appelle les humanités n'est pas fini. Par contre, je ne crois pas que l'enseignement ait pour but de former des bourgeois, comme au XIXe siècle, qui lisent Virgile, n'est-ce pas, à livre ouvert. On s'adresse maintenant à tout le monde, et il faut aussi que l'université mène à un métier. Et par conséquent, il faut qu'elle soit ouverte sur le monde extérieur, sur le monde économique, et sur l'évolution de ce monde. Il faut donc à la fois garder la culture et s'adapter au monde moderne. Bien. Il y a une réforme en cours, qui commence plus exactement, qui commence d'ailleurs avec quelques grincements, comme tous les commencements. Je suis partisan d'une réforme profonde des méthodes et des gestions de l'université. Je suis partisan de l'autonomie des universités, et à ce point de vue-là, je vais plus loin que la loi d'orientation, et d'ailleurs c'est normal, puisque la loi d'orientation ne fait que donner l'indication d'une direction. Et je vais donc plus loin.
Mais je ne crois pas, d'autre part, que cette réforme gagne à se dérouler dans le désordre. Je crois que s'il faut que les enseignants, les étudiants et tout le monde participent à la création, à la gestion, à la conception même de cette université nouvelle, une fois qu'ils ont admis un minimum de règles, il faut qu'ils respectent ces règles, que les maîtres puissent enseigner, être respectés sans être obligés de se frayer presque le chemin jusqu'à leur chair à la force des poignets, n'est-ce pas? Et que leur autorité soit naturellement reconnue et que les règles admises soient admises par tout le monde et soient respectées. Autrement dit, il faut de l'autorité pour permettre à la liberté de s'exercer. Parce que comme c'était déjà dit dans la Déclaration des droits de l'homme, la liberté, ça consiste à pouvoir user de tous ses droits sans nuire à autrui. Et c'est au moment où on commence à nuire à autrui qu'on sort de la liberté. Alors vous me direz, concilier la culture générale et l'adaptation au monde moderne. Concilier l'ordre et l'autorité et la liberté, tout ça c'est difficile. Parfaitement, c'est difficile. Mais non seulement c'est l'objectif que nous devons atteindre, mais à mon sens c'est la vocation de la France. La vocation de la France, c'est de concilier une espèce de tradition dont elle est détentrice et qui est une tradition profonde, ancienne, européenne, et puis l'adaptation au monde moderne et à ce monde que les États-Unis en particulier sont en train de forger et qui nous demande, à nous Français, un effort de compréhension et d'adaptation difficile. C'est cette conciliation que nous devons réaliser. C'est difficile, il serait plus facile de tomber dans un extrême ou dans l'autre, mais l'objectif c'est le milieu. Et pour ma part, c'est ce que je chercherai à aider mon pays à atteindre. Quand je vous écoute parler, j'ai l'impression d'entendre un digne d'université américaine, car comme les problèmes d'étudiants, comme vous le savez, ne sont pas uniquement français mais internationaux, et que dans le fond tout a commencé en Amérique, vous tenez des raisonnements qui sont exactement ceux que tiennent dans le fond les deans, les responsables des universités américaines, et c'est la difficulté de trouver justement cette conciliation entre ces tendances. Oui, vous savez, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême qui consiste à s'hypnotiser sur une jeunesse qui a 20 ans et qui refuse la société de consommation et qui est incapable ou se déclare incapable de vivre dans la société moderne. Il y a là du romantisme. Et à 20 ans, nous avons tous été romantiques et nous avons tous rejeté le monde où nous vivions, quitte ensuite à nous y adapter grâce au ciel, mais en apportant à chaque fois un peu de renouveau. C'est le propre de la jeunesse. Donc, ce n'est pas simplement la jeunesse qui a du mal à s'adapter, c'est tout le monde. Tout le monde a du mal à s'adapter à ce monde en mutation permanente, en changement perpétuel. Et je connais beaucoup de gens qui sont beaucoup plus malheureux que les jeunes étudiants de ce point de vue-là. Mais ça ne m'empêche pas de comprendre le point de vue de certains jeunes étudiants et au fond d'avoir une faiblesse pour eux. Mais je ne veux pas qu'ils empêchent leurs camarades de travailler et je voudrais les décider eux-mêmes à comprendre que leur intérêt, c'est finalement, eux aussi, d'apprendre quelque chose et de s'adapter à la vie. On ne refait pas la vie, il faut s'y adapter, surtout si on veut la modifier. Vous me passez la parole? Bon, eh bien, nous franchissons les frontières. Si je sais, d'accord. Je pense que ça ne vous surprendra pas si ma première question concerne les relations franco-américaines, n'est-ce pas? Ces relations n'ont pas toujours été excellentes, vous le savez très bien, elles ont même été difficiles. Elles s'améliorent depuis un certain temps, depuis que M. Nixon est à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pensez que l'amélioration des relations franco-américaines doit être le point principal, ou tout au moins l'un des points principaux de votre politique étrangère? Écoutez, je me suis félicité pour ma part de l'amélioration qui a eu lieu dans ces derniers mois des relations entre la France et les États-Unis. Je crois que ça tient d'ailleurs pour une bonne part à deux choses. L'une, c'est l'évolution de la situation au Vietnam, et l'autre, c'est que le gouvernement des États-Unis, et en particulier d'ailleurs, me semble-t-il, le gouvernement de M. Nixon, a mieux compris que la France, en reprenant en quelque sorte sa liberté vis-à-vis de l'organisation technique que l'on appelle l'OTAN, n'en avait pas moins gardé sa fidélité profonde à l'Alliance Atlantique et au traité de l'Alliance Atlantique. Et puis au surplus, M. Nixon s'est rendu compte que la France et les Français gardaient aux États-Unis, aux Américains, cette vieille amitié qui date maintenant de la fondation même des États-Unis. Alors je crois à l'amélioration de nos rapports de façon permanente, et pour ma part, je suis tout prêt à y travailler. Vous avez parlé de l'OTAN, justement. Il est évident que si nous voulons reprendre avec les Américains des relations très amicales, c'est ce que nous avions autrefois, il va falloir assouplir tout de même
probablement un certain nombre de positions que nous avons prises, non? Je ne sais pas ce que vous appelez assouplir les positions. J'ai dit, et je répétais, que je considérais que la France devait rester dans l'Alliance Atlantique, mais j'ai dit aussi, et je répète, qu'il n'est pas question pour nous de nous intégrer à nouveau dans la machine dite de l'OTAN. Je répéterai encore une fois ce qui a été dit à l'époque. Je prends l'affaire de Cuba, je la choisis parce que c'est une affaire où le général de Gaulle a approuvé la position du gouvernement des États-Unis. Eh bien, l'affaire de Cuba éclate. Le président des États-Unis a pris, sans nous consulter, sans consulter ses alliés, un certain nombre de décisions. Ces décisions pouvaient entraîner une guerre entre la Russie et les États-Unis. Et nous, Français par exemple, ou Européens, nous nous trouvions engagés dans cette guerre, même si nous ne l'avions pas voulu, par la présence sur notre sol de troupes et de tout un système d'armes américains. Eh bien, c'est cette liberté que le général de Gaulle a donnée à la France que, pour ma part, j'entends parfaitement sauvegarder, mais ça n'enlève rien à l'esprit de l'alliance, à l'esprit de l'amitié, et au fait que, dans le cadre de cette alliance et dans les limites de cette alliance, nous serions, le cas échéant, aux côtés des États-Unis, si l'alliance était manifestement concernée. Mais quand je pense à l'assouplissement de certaines positions, je pense également aux problèmes européens. Je pense, si vous voulez, au problème de la Grande-Bretagne et du marché commun. Vous avez dit à plusieurs fois que vous souhaitiez, à plusieurs reprises, que vous souhaitiez que l'on crée un espèce de système européen auquel la Grande-Bretagne puisse participer, ce qui lui donnerait du reste plus de structure, plus de force, etc. Comment voyez-vous, par exemple, la participation de la Grande-Bretagne à un système européen quelconque? Est-ce que vous pensez qu'on peut en rester au marché commun, ou faut-il changer les règles du club? Faut-il concevoir quelque chose de nouveau? Écoutez, ça dépend, ça ne dépend pas que de nous. Ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend d'abord de nos partenaires, ça dépend aussi de la Grande-Bretagne. On peut imaginer plusieurs solutions. On peut imaginer que la Grande-Bretagne entre dans le marché commun et en accepte les règles, purement et simplement. Vous pensez que c'est possible? Pour ma part, je crois qu'elle y aurait beaucoup de mal. Mais enfin, rien n'est exclu, du moins c'est ce qu'elle prétend. Il y a une deuxième solution qui veut que la Grande-Bretagne vienne rejoindre les 6 avec 5 ou 6 autres pays. À partir de ce moment-là, alors je le dis très franchement, ça n'est plus la même chose. On ne fera pas une communauté à 12 ou à 13 fonctionnant comme fonctionne la communauté à 6, qui a déjà beaucoup de mal à fonctionner, beaucoup de mal, c'est très difficile de faire marcher 6 pays exactement du même pas. En faire marcher 12 ou 13, c'est exclu. Alors, il est probable qu'à ce moment-là, il faudrait repenser l'ensemble du problème et qu'il faudrait construire quelque chose de nouveau. Et ce que j'ai toujours dit, et qui est vrai, c'est que si ce quelque chose de nouveau doit être repensé, nous, Français, nous n'y sommes pas opposés par principe, mais à une condition, bien entendu, c'est que ça garde à la France les droits et prérogatives qu'elle a dans le marché commun, et je pense surtout aux intérêts de notre agriculture. Mais est-ce que vous pensez tout de même, par exemple, que les relations spéciales qui ont existé entre Paris et Bonn au cours des dernières années sont également l'une des pierres de base de la politique française, enfin l'une des... Eh bien, vous savez, j'ai dit à Mulhouse, où j'ai parlé de ces problèmes de politique extérieure, que la réconciliation franco-allemande et la coopération franco-allemande devaient être exemplaires, c'est-à-dire servir d'exemple, mais pas privilégiées. Et comment voyez-vous les relations avec la Russie, exactement dans la même ligne qu'actuellement, ou bien est-ce que vous pensez que l'affaire tchécoslovaque a changé un peu la perspective des rapprochements avec l'Europe communiste? L'affaire tchèque, n'est-ce pas, pour nous, a été moralement tout à fait douloureuse, vous vous en doutez. Et d'autre part, elle a montré la difficulté qu'il y a, et même à mes yeux l'impossibilité qu'il y a à faire coïncider un système libéral avec le régime économique communiste, et elle a montré en même temps que la politique des blocs n'était pas morte à l'Est non plus, bien sûr. Mais elle a donc certainement été une cause de ralentissement dans l'évolution de l'Est européen. Et à ce titre-là aussi, je le déplore, et non pas simplement pour les Tchèques. Mais ceci étant dit, c'est l'intérêt permanent de la France et de la Russie que de se rapprocher le plus possible et de coopérer le plus possible. C'est un intérêt que l'histoire d'ailleurs démontre depuis très longtemps. Et puis surtout, c'est l'intérêt de la France d'éviter que la politique des blocs
conduisent à un conflit entre le bloc occidental et le bloc oriental. Conflit qui serait fatal si on continue à vivre dans une atmosphère de guerre froide. Et le rôle de la France, là aussi, Monsieur Suffert, c'est d'être, n'est-ce pas si je puis dire, d'essayer de concilier des extrêmes, de rapprocher des extrêmes, de rapprocher l'Est et l'Ouest. Voilà pourquoi, sur ce point, je persévérerai dans la politique qui a été menée par la France depuis ces dernières années.